vous montrer nos rapprochements entre Marseille et Toulon. Je m'adine Marseille. J'ai aidé à faire ton coming out avec le RCT. Il fallait que je fasse le mien aussi. Surtout que ma première feuille de paye de soignant, elle vient de l'Institut. À l'époque, je faisais des nuits d'aide-soignant. Ils m'ont beaucoup appris. Donc, on va essayer de voir ensemble comment on peut utiliser cette information essentiellement sur les gènes majeurs de prédisposition pour la prise en charge pratique des malades. Mais avant, je voulais faire un petit clin d'œil et donner une information, si tu ne l'as pas encore, au docteur Essinger. Il cherche quelqu'un pour une chaire de prévention des risques. Donc, à mon avis, il y a une option. Donc, juste un mot, on risque d'être hors sujet, mais on va faire très très court. Il y a des discussions dans d'autres modèles que le cancer du sein sur l'intérêt des prédispositions génétiques sur la prise en charge des malades. Par exemple, dans le guide de bonne pratique 2011, pas très actualisé, les tumeurs du côlon, on renvoie sur le guide 2009 de l'INCa pour savoir si on peut faire des colectomies totales aux patients qui sont identifiés comme génétiquement syndrome HNPCC, syndrome de Lynch, à haut risque de cancer du côlon. Donc, éventuellement, faire des colectomies à l'occasion de la colectomie segmentaire de leur cancer. Alors, ceci dit, le papier de l'INCa ne tranchait pas vraiment le sujet puisqu'il portait plutôt sur la chirurgie prophylactique. Et le dernier papier de 2012 n'en parle pas vraiment. Mais il y a des réflexions dans d'autres modèles. Et par exemple, quand on parle de cancérologie, Véronique Marie nous a fait une très jolie session avec cette oncogénéticienne aussi au centre anticancéreux de Nice, elle travaille avec nous. Et elle a fait une jolie présentation sur l'intérêt de l'oncofertilité spécifiquement chez les femmes mutées BRCA. Et donc on voit qu'on a des modèles où on s'intéresse à cette information pour une prise en charge différentielle. Dans les cancers de l'ovaire, on ne peut pas oublier en ce moment évidemment les inhibiteurs PARP, même si malheureusement c'est un appel à candidature pour ceux qui sont au fond de la salle. Moi j'ai encore aucun conflit d'intérêt, mais il y en a qui sont intéressants. Donc tout chose est-il qu'on peut quand même parler, même sans conflit d'intérêt, des anti-PARP dans les cancers de l'ovaire, avec ce médicament qui arrive sur le marché pour les patientes qui sont sensibles aux sels de platine, mais en récidive de maladie, avec l'idée qu'après plusieurs lignes de chimiothérapie, qu'on voit ici, on pourrait utiliser ce médicament en traitement d'entretien. Et on voit qu'en survie sans progression, il y a un très fort impact, et même en survie globale, il y a quelque chose qui bouge, même si le petit p n'est pas significatif. Alors comment ça fonctionne? Il y a plusieurs types de cassures de l'ADN qui vont être réparés par ces systèmes de réparation BRCA. Il y a plusieurs systèmes de réparation. Alors vous voyez ici les cassures simple brin, avec en particulier ce PARP qui va être la cible d'un médicament. Et ici on retrouve BRCA1, BRCA2 pour les cassures double brin, qui est la cible de notre analyse génétique. On voit que ce système PARP va réparer les lésions simple brin, sauf si vous mettez l'inhibiteur PARP, et ça va faire que à la mitose suivante, la cassure simple brin non réparée va devenir double brin. Et comme ces patientes sont déficitaires en BRCA, elles ne vont pas réparer non plus la double brin, entraînant donc l'efficacité du traitement en l'occurrence. Alors dans le cancer du sein, plus spécifiquement maintenant, la chirurgie est beaucoup en débat et on a énormément parlé de ça à Saint-Paul-de-Vence cette année, avec des mises en garde quand même, en particulier de Rémi Salmon qui disait qu'il fallait peut-être pas proposer de chirurgie bilatérale à une population trop large, non ciblée de femmes. Nous avons remarqué qu'aux États-Unis, il y avait une grosse augmentation de ces indications et notre démarche semble un peu plus raisonnable en disant qu'on va cibler ces indications de chirurgie chez des femmes à risque prouvées génétiquement. Il est vrai que l'espérance de vie en bleu ou en jaune, qu'on soit muté BRCA ou qu'on ait un cancer sans mutation BRCA, semble bonne, semble la même en tout cas, ce qui nous laisse à penser que le pronostic de ces malades est le même, et ce qui avait conduit les anciennes recommandations de Saint-Paul-de-Vence à dire on doit traiter les malades mutés BRCA comme les autres puisque leur pronostic n'est pas pire. Et quand même, on peut leur proposer une chirurgie
de mastectomie prophylactique contralatérale vers cancer du sein. Ce qui avait fait une recommandation un peu bancale où on traitait de façon conservatrice le sein malade et où on faisait une mastectomie prophylactique contralatérale. Ce qui pouvait sembler manquer un peu de logique, surtout qu'on voit que sur certains papiers, qui sont des études, en l'occurrence la rétrospective, quand on fait une chirurgie conservatrice, les risques de cancer contralatéral sont plus importants que quand on fait une mastectomie du côté malade. L'hypothèse étant qu'il y a moins de radiothérapie après mastectomie, peut-être moins de cancer radio-induit de l'autre côté. Tout ça, c'est très discuté. En 2002, dans Lancet, on voit que après un traitement conservateur, chez les femmes à haut risque génétique, muté BRCA, la survie sans progression du côté malade est moins bonne et du côté contralatéral aussi. D'où la conclusion de ce papier qu'il est possible de proposer une mastectomie bilatérale chez ces malades, déjà en 2002. En 2014, le même genre de données où on voit que quand on fait des chirurgies contralatérales, évidemment, le risque de mourir du cancer devient beaucoup moins important. Donc, il ne faut pas sous-estimer le nombre de femmes guéries de leur premier cancer. Avant, moi j'ai coutume de dire à la consultation, avant une femme ne pouvait faire qu'un seul cancer, mais aujourd'hui elles ont le droit d'en faire 2, 3, parce qu'on les guérit. Et donc, ça a un sens de faire de la chirurgie prophylactique. C'est Krishna Klaus qui a fait une présentation sur BRCA et chirurgie. Moi, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais quand même dans l'idée de beaucoup de femmes, il y a la notion de sacrifice. Et ce qui va les conduire à la chirurgie bilatérale, c'est d'imaginer qu'elles vont mieux guérir de leur premier cancer, ce qui n'est pas tout à fait le cas. On pense qu'on va les guérir de leur premier cancer, et après derrière on est bien dans de la prophylaxie. Et il nous a beaucoup alerté sur la morbidité de ces chirurgies, peut-être justement pour les réserver aux femmes vraiment à très haut risque liées à des mutations BRCA, d'où l'intérêt d'avoir l'information à temps. Et le laboratoire de génétique a réagi quand même de façon efficace en réduisant les délais d'attente et en pouvant le moduler avec 3 délais différents. Je dirais le délai standard qui est clairement long, mais qui est lié aussi à l'afflux massif de malades sur la région PACA, parce que vous avez eu l'intelligence de diffuser ces consultations de génétique sur toute la région PACA, au lieu de les concentrer en monocytes, comme ça a été fait sur certaines régions, qui effectivement ont parfois des délais plus courts, mais aussi qui ne font pas d'analyse. Quand on regarde le nombre d'analyses par centre, par région, il y a des régions qui font beaucoup moins d'analyses que la nôtre. Et pour paraphraser Baden-Powell, je dirais que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Donc, ça, c'est bien. Après, on a un délai intermédiaire de 4 à 6 mois qui nous laisse le temps de faire une chimiothérapie première et de reprendre la malade pour une chirurgie prophylactique au terme de la chimiothérapie. Et puis, il y a le délai d'urgence thérapeutique, autour d'1 mois, quand on a vraiment besoin rapidement. En termes de chimiothérapie, rapidement, quand même, cette année à San Antonio, on a eu cette belle présentation avec le carboplatine, qui est un agent mutagène, et on comprend bien que chez quelqu'un qui a du mal à réparer l'ADN, un agent mutagène est probablement plus efficace que le poison du fuseau. Donc ça paraît assez logique, mais des fois la logique n'est pas reproduite dans les essais. Or là, oui. Dans cette étude qui a porté sur les cancers du sein triple négatif, c'est-à-dire non sensibles aux hormones ni à l'herceptine, il y a eu une étude carboplatine contre taxotere en l'occurrence. Et dans le sous-groupe des patientes mutées, non seulement le profil de toxicité ici, qui est visible sur cette diapositive pour vous, est meilleur, mais surtout, on voit que l'efficacité en termes de survie sans progression, et ici le taux de réponse dans ce sous-groupe-là est nettement amélioré. Ce qui peut en faire une première ligne. Et à Saint-Paul-de-Vence, sur les présentations que le professeur Gonçalves nous a faites, on a vu les votes des experts qui, à presque 80%, disent qu'on peut proposer du platine en première ligne métastatique des cancers du sein. Il y a eu le même débat pour la chimiothérapie adjuvante avec des taux évidemment de oui qui sont moindres, parce que le niveau de preuve est moindre aussi, c'est logique. Mais quand même, on voit que la question commence à avoir un sens pour un tiers des experts. Ensuite, à Toulon, classiquement, on n'est pas très favorable à la chimiothérapie intensive,
Et on a toujours eu le cul entre deux chaises, puisqu'on était à la fois hormonothérapie et à la fois chimiothérapie intensifiée. Mais là, je dois dire que j'ai été impressionné par les résultats, encore une fois dans le sous-groupe des patients de l'UTB-RCA, qui, moi, me donnent envie de revenir sur cette position, parce qu'il y a effectivement certainement des malades qui ont besoin de ces chimiothérapies, et il y a des médecins comme toi qui ont l'expertise pour savoir les chercher, les trouver. Et donc, cette collaboration, à mon avis, a un sens, même si elle ne concerne pas tous les patients en standard. Il y a vraiment un bénéfice chez certains malades. On va y arriver là. Et la question a été posée encore une fois cette année à Saint-Paul-de-Vence. Dans les cancers triple négatifs, la chimiothérapie adjuvante dose dense doit être discutée. Oui, pour la moitié des experts. Je pense que la question n'est pas très bien posée. Enfin, si, elle a un sens, mais ce qu'il faudrait, c'est est-ce qu'on peut faire de la chimiothérapie adjuvante dose dense chez les malades qui vont en avoir besoin, et pas forcément chez les triples négatifs. Voilà, c'est plutôt la première partie de la question. Donc, trouver les malades qui en ont besoin. Et chez ceux-là, il y aura 100% de oui. Quoi. Après, les inhibiteurs PARP dans le cancer du sein, eh bien, il y a une étude en cours dans les centres anticancéreux avec Unicancer qui me paraît très intéressante. Pour l'instant, ce n'est pas encore en routine dans cette spécialité, dans le cancer du sein. En conclusion, impact de BRCA sur la prise en charge thérapeutique concerne surtout l'ovaire et le sein, les antiPARP dans l'ovaire, la mastectomie bilatérale en prise en charge initiale des malades, la place du carboplatine, et un débat qui me semble relancé, en tout cas chez nous, pour la chimiothérapie intensifiée. Et je voulais remercier les organisateurs, et en particulier Frédéric Viré, parce qu'il a été vraiment le grand maître de cette réunion, mais en amont déjà de plusieurs mois de travail pour nous rapprocher. Et ça me tenait à cœur aussi. Donc voilà, je vous remercie.